Bien, merci à toutes et à tous d'être venus pour ce colloque qu'on a intitulé « Industrie, quelle nouvelle page écologique et sociale ?» Et manifestement, nous sommes nombreux et nombreux à vouloir écrire cette nouvelle page ensemble. Préciser et remercier d'abord nos co-organisateurs, que sont le Club de réflexion Intérêt Général et le Club d'ingénieurs et de polytechniciennes et polytechniciens X Alternatives, qui sont les auteurs d'une note qu'ils vont vous présenter aujourd'hui et qui sert à nourrir aussi la réflexion. Évidemment, ce que nous faisons ce soir, et j'en profite pour saluer les collègues parlementaires qui sont là, et peut-être que vous les verrez naviguer parce qu'il y a aussi des votes qui ont lieu en même temps, c'est se préparer à gouverner. C'est bien ça l'objectif, en tout cas, dans lequel nous nous plaçons. Se préparer à gouverner pour bifurquer, d'un point de vue écologique et social, avec ce que nous connaissons, et pour rompre, d'une certaine manière, avec une logique qui a prévalu jusque-là et dont nous considérons qu'elle a failli. L'industrie, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Pour ceux qui suivent les travaux parlementaires, on a eu, dans le mandat précédent, plusieurs occasions d'en parler, que ce soit sur les énergies renouvelables, que ce soit dans le cadre d'un projet de loi industrie verte, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il était quand même assez pauvre et qui a donné lieu à plusieurs contre-projets, que ce soit insoumis, écologistes, socialistes ou communistes à cette occasion. Et évidemment, quand un nouveau mandat s'ouvre, eh bien, on reprend les travaux là où on les avait laissés en essayant de les emmener plus loin. On le fait en étant à l'écoute de ce qu'on appelle la société civile, même si l'expression est parfois un peu galvaudée. Et donc je veux remercier une nouvelle fois ceux avec qui nous co-organisons ce colloque, les invités économistes ou professionnels, syndicalistes, qui nous font l'honneur d'être là. Et évidemment, gouverner pour nous, c'est aussi gouverner avec le nouveau Front populaire. Et donc, vous dire que nous aurons tout à l'heure une table ronde avec un représentant de chacune des 4 forces de ce nouveau Front populaire. Et je veux tout particulièrement remercier Lucie Castet qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir conclure nos échanges tout à l'heure et d'y assister dès à présent. Pourquoi l'industrie ? Pourquoi maintenant ? Je vais aller vite sur ce diagnostic, vous le connaissez, mais globalement, la France est aujourd'hui très largement désindustrialisée. Plus de 2 millions d'emplois industriels ont été détruits depuis les années 70. Et contrairement à ce qu'on lit ou ce qu'on entend, la situation s'est aggravée depuis 2017, puisqu'il n'y a pas de réindustrialisation, comme voudrait le faire croire le pouvoir macroniste. On a 5% de moins de production industrielle aujourd'hui qu'il n'y en avait en mai 2017, quand Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et on a un record historique de défaillance de PME à des niveaux qui n'avaient jamais été connus depuis toujours. Évidemment, ça se traduit par le recul du Made in France. Il y aura le salon bientôt, mais je ne vous fais pas l'offense de vous rappeler combien nous avons vu que nous n'étions même plus capables de produire des masques ou des blouses quand une épidémie comme celle du Covid était présente. Alors, pourquoi avons-nous besoin de l'industrie ? Quand je dis « avons-nous », c'est la France et c'est aussi la gauche. Évidemment, ça a été vu avec le Covid, c'est d'abord un impératif de souveraineté pour des productions aussi basiques que les masques ou les blouses, mais aussi pour des éléments beaucoup plus avancés dans les technologies, pour aller par exemple jusqu'à l'exploration spatiale dont nous avons besoin de pouvoir la mener indépendamment d'acteurs non européens et même privés qui poursuivent d'autres objectifs. On le voit sur les médicaments, avec un nombre de ruptures d'approvisionnement et de stock considérables qui ont été multipliés par 10 depuis 2017. Ce sont des questions d'emploi, de savoir-faire, d'indépendance qui sont posées pour qui veut mener une politique librement dans notre pays. C'est évidemment aussi relocaliser un impératif écologique. D'abord, parce que le simple fait de produire ici ce dont nous avons besoin réduit les transports, qui sont parmi les principales causes d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi parce que produire en France, c'est produire dans un cadre réglementaire qui est plus exigeant d'un point de vue de l'eau, de la biodiversité, de la pollution qu'ailleurs, et même si sur ces points-là, dans notre pays, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et je sais de quoi on parle quand on est, comme moi, député de Saint-Nazaire, où la surmortalité par cancer
atteint des proportions inégalées. De ces points de vue-là, externaliser notre empreinte carbone n'est pas une solution. Il faut donc pouvoir relocaliser et s'appuyer sur des filières de la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle, de notre point de vue, la question des énergies renouvelables doit être traitée au même niveau que la question de la défense, pour être capable d'assumer, par exemple, une base industrielle et technologique de ce qui est une industrie de souveraineté. C'est une industrie de souveraineté que l'industrie des énergies renouvelables au XXIe siècle, et ce n'est pas autre chose que cela, ce n'est pas moins que cela. Troisième point, pourquoi relocaliser ? Parce que l'industrie est source de prospérité sociale. Dans l'industrie, on trouve évidemment les emplois directs, mais aussi une capacité d'entraînement, d'animation des tissus économiques locaux importante, de génération d'emplois indirects, de valeur ajoutée, qui font vivre un certain nombre de territoires et même un grand nombre de territoires. C'est aussi dans l'industrie qu'on trouve des niveaux de rémunération un peu plus élevés que dans les services, par exemple. Là encore, il ne s'agit pas de dresser un tableau idyllique. L'intérim, la sous-traitance et combien d'autres, les horaires décalés, les accidents du travail. On sait que c'est aussi des questions qui se posent dans l'industrie et ce n'est pas ici qu'on les taira. Mais l'industrie permet de créer des richesses et de les partager de façon moins mauvaise qu'on ne peut le voir parfois dans d'autres secteurs. Enfin, c'est évidemment un levier de ressources fiscales qui permet de financer ou la protection sociale ou les services publics, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est enfin un enjeu politique, très clairement, que de porter la question de la production, puisque pour nous, nous avons gagné une première victoire idéologique. Maintenant, plus personne n'ose dire que notre objectif doit être une start-up nation ou un pays sans usine, comme c'était le cas il y a quelques années. Et de ce point de vue-là, on peut se satisfaire que les circonstances nous aient donné raison et que notre bataille sur ce point ait porté ses fruits. Mais évidemment, ça ne suffit pas d'avoir des gens qui disent qu'il faut réindustrialiser. Il faut aussi penser cette réindustrialisation. Et quand on voit la faillite qu'on a sous nos yeux, eh bien, c'est à la gauche de penser la production au XXIe siècle. En tout cas, c'est l'un des objectifs que nous nous fixons à travers ce colloque, mais évidemment bien d'autres initiatives, car 3 heures n'y suffiraient pas. Nous sommes le camp de la redistribution, nous en sommes fiers, nous n'avons absolument pas l'intention de cesser de l'être, mais la gauche, le nouveau Front populaire, et pour ce qui me concerne la France insoumise, est aussi le camp de la production, au sens d'une production émancipée du productivisme, qui en est une perversion, mais de capacité à émanciper un pays pour lui permettre d'être souverain et maître de son destin, et aussi ceux qui produisent ces richesses, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses. Nous voulons que cette gauche marche sur les deux jambes comme elle n'a jamais cessé de le faire. Évidemment, tout ça a aussi un impact très concret quand on voit le recul de l'industrie qui nourrit souvent le vote d'extrême droite. Et je veux ici rappeler que l'industrie souffre et qu'elle souffre partout. Elle souffre chez Valeo dans l'Isère ou dans la Sarthe, elle souffre à Aulnay-sous-Bois avec Emma France, elle souffre à Saint-Nazaire, et je salue les représentants syndicaux de l'usine Générale Électrique dans l'éolien en mer de Montoire de Bretagne qui sont présents. C'est donc lutter aussi contre cette crainte du déclassement et contre la relégation sociale dont se nourrit l'extrême droite que de porter une parole forte sur la manière dont le pays peut répondre à ses besoins. Alors voilà, je ne vais pas être très très long, mais quelles sont les solutions que nous mettons en discussion et en débat ? Évidemment, ça commence par rompre avec ce qui n'a pas marché et par exemple avec le marché. L'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'industrie, ce n'est ni plus ni moins que le prix d'une matière première particulière qui est l'électricité. Et notamment si on veut décarboner un certain nombre d'industries. Et on a vu que le marché de l'électricité n'était pas une réponse pertinente pour donner aux industriels, aux investisseurs, aussi aux ménages et à l'État, mais aux investisseurs et aux industriels, la visibilité sur des prix de l'électricité acceptables, stables, de long terme, et donc la question de la régulation des prix de cette marchandise, de biens de première nécessité qu'est l'électricité, est posée. C'est évidemment faire le choix de l'investissement contre la rentabilité de court terme. Comment on fait pour financer les 66 milliards d'investissements annuels que le rapport Pisani-Ferry exige, quand dans le même temps,
la France est le recordman d'Europe du versement des dividendes. Il y a des choix qui doivent être faits entre investir pour la transition écologique ou servir des dividendes à court terme pour des actionnaires. C'est ce qui nous amène évidemment à défendre 3 grands types de mesures. Des mesures de planification d'abord. Ce n'est pas nouveau, de planification écologique, mais on le voit. J'ai parlé de l'éolien en mer, on pourrait parler plus globalement des énergies renouvelables. Cette question de la planification est centrale si on veut développer des filières, les maintenir et les faire grandir. Ça passe aussi par la présence de l'État, sous forme d'investissement public, sous forme de pôle public. J'ai parlé du médicament tout à l'heure, pour restructurer, reconstruire des filières qui ont été détruites. Évidemment, tout ça se fait, selon nous, en combattant la concurrence déloyale, que ce soit celle de la Chine, que ce soit celle des États-Unis, notamment par une politique protectionniste. Là encore, le cas du photovoltaïque est évident, et la Loire-Atlantique a aussi connu la liquidation de l'entreprise Systovi en début d'année. Et puis enfin, le 3e P, après planification et protectionnisme, auquel nous tenons, c'est la question de la participation des salariés. Pour nous, l'industrie ne peut ni fonctionner et encore moins se transformer sans que les salariés y prennent une part active. Et je veux là aussi prendre appui sur un exemple de mon département, la centrale électrique de Cordemais, où le projet de conversion de cette centrale est porté depuis des années par les salariés, par leurs syndicats, notamment la CGT. Et c'est la direction d'EDF et le gouvernement qui refusent d'aller au bout de ce projet et qui ne proposent aucune autre méthode alternative de production d'électricité sur ce site. Il y a plein de questions sur le renforcement des pouvoirs des salariés dont on pourrait discuter, mais je ne donne que cet exemple, y compris insister aussi, on aura l'occasion d'y revenir dans la 2e table ronde, sur la question de la sécurisation professionnelle des salariés dans les industries qui sont amenées à évoluer, notamment au regard de l'enjeu climatique. Je ne serai pas plus long, je vais simplement vous dire le déroulé. Nous allons avoir 3 séquences successives. Une première sur les moyens et les objectifs publics qui doivent être envisagés. Une deuxième sur les réponses concrètes, écologiques et sociales qui peuvent être apportées, et une 3e qui donnera la parole aux représentants des forces du nouveau Front populaire et que conclura Lucie Castet. Et chacune des 2 premières tables rondes sera introduite par des représentants des collectifs Intérêt Général et XALT qui viendront présenter la note que vous avez sur vos sièges, qui est la première partie de la note qu'ils travaillent sur ces questions-là. Merci encore à tous et à toutes. Et puis, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet de la première table ronde et je vous invite à nous rejoindre. Une des leçons, je crois, qu'on peut tirer de l'échange, c'est le très fort niveau de convergence qu'il y a entre les différentes organisations du NFP, mais aussi avec d'autres expressions qu'on a pu entendre ce soir, sur ce qu'on est d'accord comme diagnostic, mais aussi comme proposition, et on pourrait les détailler, les creuser sur la question de l'économie circulaire, sur la question de comment le tarif de l'électricité il est visible à long terme et accessible pour accompagner, encourager l'électrification d'un certain nombre de procédés, sur les droits des salariés pour reprendre leurs entreprises sous forme de coopérative quand la question se pose, notamment avec l'ensemble des transmissions d'entreprises qui sont à venir, notamment de petites PME industrielles locales, etc., etc. Il y a quelques questions qui font débat, hein, on le sait, ou qui en tout cas, au-delà même du débat entre nous, méritent d'être travaillées, poussées plus loin, et où les uns et les autres, il y a un travail qui est en cours dans nos organisations et entre nous. Pour prendre qu'un exemple, la question qui a été évoquée des minerais, de l'extraction de minerais, de comment on n'est pas dépendant de la Chine notamment, dans l'extraction, dans le raffinage, et en même temps comment on a ce type d'activité sur notre sol quand on est aussi soucieux et exigeant qu'on l'est sur la protection de l'eau, sur la protection de la biodiversité, sur la question de la santé des populations, et que ça pose la question déjà tout bonnement de la sobriété et de s'assurer des besoins auxquels on veut répondre avant de se lancer à marche perdue dans tel ou tel projet, pour être bien sûr que lorsqu'on les fait, parce qu'ils sont indispensables, ils sont vraiment indispensables pour répondre à des besoins sociaux et écologiques. Voilà un peu les éléments que moi je retiens, mais le mot de la conclusion, il revient à Lucie Castet, et donc je te cède la parole, Lucie, et merci encore de ta présence. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Mathias pour l'invitation.
Il me revient la lourde tâche de conclure cet échange qui a été extrêmement riche, même si assez convergent, et moi j'y vois plutôt un bon signe, même si comme toi Fabien, je pense qu'il faut restaurer la possibilité d'avoir des divergences et restaurer la possibilité du débat d'idées. Je pense que c'est très sain et donc que ça n'est pas un problème. Mais je vais en dire 2 mots tout à l'heure. J'ai choisi de retenir de ce que vous avez dit, j'ai choisi une conclusion orientée. Je vais choisir de conclure en disant que ce que je tire beaucoup de vos interventions à tous, c'est la question de la restauration de la puissance publique et de l'État stratège, pour deux grandes lignes en particulier. D'une part, l'organisation de la bifurcation écologique et la réorientation de la politique industrielle, enfin la réinvention d'une vraie politique industrielle, donc une question de fond, et puis aussi une question de méthode et de forme, et qui n'a pas moins d'importance, c'est la question de la restauration du contrôle démocratique de la remise en place de cette politique industrielle. Sur le premier point, sur l'organisation de la bifurcation écologique en lien avec la transition écologique, enfin en lien avec la politique industrielle, je pense que tout ce que vous avez dit converge pour dire qu'il faut restaurer le rôle de l'État pour planifier et avoir une approche sur le temps long. Alors on sait que le temps de la politique, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, je crois que c'est un des syndicalistes qui est intervenu, le temps de la politique n'est pas forcément le temps de la politique industrielle ou de la transition écologique, mais n'empêche que ce temps politique il est nécessaire, et que en tout cas le temps des entreprises n'est pas non plus compatible avec la transition écologique et la restauration d'une vraie politique industrielle. Je pense que pour remettre en place un État stratège qui va penser la politique industrielle sur le temps long couplé avec la transition écologique, il faut des fonctionnaires nombreux et bien formés. Et là-dessus, par exemple, moi je m'inscris évidemment sans surprise totalement en faux avec les propos qui ont été portés très fortement par la droite et le Rassemblement national et récemment par le Premier ministre sur la question de la question abstraite de il faut diminuer le nombre de fonctionnaires en France. C'est marrant, enfin ils sont, c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais c'est un peu ironique parce qu'ils parlent du nombre de fonctionnaires comme si c'était abstrait et que ça n'avait aucune implication sur le terrain. Et puis il y a cette espèce de mode, là on commence à comprendre que c'est intolérable de dire il faut réduire le nombre de fonctionnaires qui sont en contact avec les usagers. Je me réjouis du fait que c'est devenu un tabou de dire on va réduire le nombre de fonctionnaires en contact avec les usagers. C'est une bonne chose que ça devienne un tabou, parce que c'est vrai que réduire le nombre d'infirmières ou d'infirmiers devant les patients, c'est devenu impossible et c'est intolérable, et tant mieux. Mais quand on parle de comme dirait Valérie Pécresse, l'administration administrante, ou quand on parle de l'obésité administrative, c'était le terme d'un député du Rassemblement national, on oublie de penser à quoi servent ces fonctionnaires qui jouent le rôle, qui incarnent l'État stratège d'une certaine manière, qui ont un rôle de production de l'idée et de production de direction intellectuelle que devrait leur confier le pouvoir politique en tout cas. Et en se privant de ces gens-là, eh bien, on remet les mains de la définition d'une stratégie de long terme au cabinet de conseil. On l'a vu, il y a eu des polémiques, et notamment les travaux du Sénat qui ont permis de mettre en lumière ce scandale qui est la dépense de plusieurs centaines de millions d'euros de délégation au cabinet de conseil du fait de réfléchir à la stratégie et à l'avenir de certaines politiques publiques. On pense notamment à une mission qui avait été confiée à McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant. Quand on a un État qui confie ce type de mission-là à des cabinets de conseil et non à des fonctionnaires, alors comment s'étonner qu'on soit incapable de mettre sur pied une politique industrielle qui pense dans le temps, enfin qui se projette dans le temps long. Ça me semble extrêmement important de le dire. Donc il faut des fonctionnaires qui sont nombreux et qui sont bien formés. Il faut par ailleurs une mise en cohérence de toute l'action publique dans son ensemble. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, la politique industrielle, ça n'est pas que l'industrie, ça ne se résume pas à l'industrie, vous l'avez esquissé les uns et les autres, mais la politique industrielle, ça implique de la restauration d'une politique industrielle, et en particulier d'une politique industrielle qui est compatible avec les limites planétaires. Ça implique de prendre en compte énormément d'autres enjeux. Je pense évidemment à la question de la recherche, de l'éducation, notamment l'éducation supérieure, mais aussi à toutes nos institutions. Cyprien Battu l'a dit très très bien sur la question de l'institution qui accompagne les gens qui sont sans emploi, parce que ça implique des destructions d'emplois. Il l'a très bien dit, je vais pas le répéter, je le dirai moins bien. Ça implique des destructions d'emplois, donc ça implique d'avoir des institutions qui accompagnent ces gens qui vont être dans un secteur qui va se transformer. Ça implique la question des infrastructures, et là je pense aux infrastructures routières, aux infrastructures de télécommunications. Ça implique aussi des questions d'aménagement du territoire. On en disait 2 mots tout à l'heure en aparté. Il faut penser l'aménagement du territoire
territoire en fonction de nos besoins de politique industrielle. Ça, on le dit quasiment jamais. Ça implique aussi des politiques publiques ambitieuses en matière de logement. Une industrie, une grande usine qui va s'installer dans un territoire, elle a besoin que ses salariés y soient bien logés, qu'ils soient installés confortablement, que la politique publique réponde présent sur bien des secteurs. Et donc ça, je pense que ça n'est pas du tout pensé d'une manière suffisamment cohérente et dans sa globalité. Mais ça veut dire aussi qu'on ne pense jamais en termes de services publics quand on parle politique industrielle. De toute façon, on n'a pas de stratégie à l'égard des services publics. Je le dénonçais depuis des années dans le collectif Nos services publics pour lequel j'avais l'honneur d'être une des porte-paroles. Et donc ça implique une restauration du rôle de l'État stratège sur le long terme et en tout point. Le deuxième point auquel me font penser vos propos, et je trouve que c'est très cohérent tout ce que vous avez dit, vous, sur le retour du contrôle démocratique sur la politique qui est menée, ça me semble vraiment extrêmement important. C'est un enjeu d'acceptabilité des choix industriels, mais aussi de la transition écologique. Et on sait que la question de l'acceptabilité politique et sociale de la transition écologique est un enjeu majeur. On l'a vu pendant un moment très symbolique et très fort de notre vie démocratique. C'est le moment des Gilets jaunes, et puis ensuite des cahiers de doléances sur lesquels qu'on a foulé aux pieds. Il y a des millions de personnes qui ont répondu présent lorsqu'on leur a dit venez vous exprimer. Puis aujourd'hui, ces trucs sont enterrés, personne ne les a regardés. Pourtant, il y a des propositions de politique industrielle, il y a des propositions de politique énergétique, de transition écologique, etc. Et ça, on les connaît pas parce que c'est pas rendu public. Et puis, voilà, je pense que toutes les questions dont on a parlé là, et vous l'avez très bien dit, donc je répète un petit peu, mais je pense qu'il faut le penser de manière systémique et globale. Ça implique des choix collectifs parce que simplement ça implique des gagnants et des perdants à chaque choix que l'on fera. Et donc, pour que cela soit acceptable, il faut que ce soit délibéré et démocratiquement choisi. Et là, je pense que, et je te rejoins complètement sur la question du contradictoire, je pense qu'il faut définitivement tourner le dos à la méthode d'Emmanuel Macron qui a un temps laissé penser qu'il n'y avait que des solutions techniques en jeu et qu'il y avait des bonnes solutions et des mauvaises solutions. Mais en réalité, ça, c'est obérer l'idée selon laquelle les solutions techniques, elles sont bonnes ou mauvaises en fonction de l'objectif que l'on poursuit. Et l'objectif que l'on poursuit, il doit être délibéré. C'est pas une personne toute seule ou une poignée de personnes qui doit décider quelle est la priorité globale. Et donc, je pense qu'il faut remettre en place la possibilité de refondre d'une certaine manière notre pacte social à l'aune des nouveaux enjeux. La transition écologique et la politique industrielle, ça en fait partie, car il y aura évidemment des conflits, notamment des conflits de besoins, on en a parlé, des conflits de besoins à trancher, notamment face à la question de la raréfaction des ressources. Et ce qui est très important de dire, et là ça rejoint un peu mon propos sur les cabinets de conseil, c'est que si on ne fait pas ça collectivement ou publiquement, alors c'est la loi du plus fort qui s'imposera, et on le sait, la transition écologique et la politique industrielle est, je dirais, mécaniquement, naturellement plutôt inégalitaire. Et donc si on ne prend pas en main par l'intermédiaire de la puissance publique, les grandes délibérations, les grands choix qui dessineront notre pacte social demain, alors c'est ceux qui ont le plus les moyens de peser sur le débat. Et là, je pense évidemment aux lobbies de l'industrie qui sont très forts, qui sont très organisés et qui font valoir leur position tout le temps, qui font passer des projets d'amendement aux députés, qui font passer des projets d'amendement au ministère en permanence. Enfin, moi, j'ai été du côté des ministères, je m'occupais de régulation financière. Je recevais en permanence des amendements tout prêts de la part des lobbies des assurances, par exemple, ou des lobbies bancaires. C'est leur travail. Et à la limite, on peut comprendre, ils essayent de peser sur l'élaboration de la norme. Mais il faut qu'en face, il y ait un État extrêmement fort et un État très compétent qui puisse faire valoir l'intérêt général face à cette somme des intérêts particuliers. Et donc, peut-être pour conclure, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je vous prends pas trop de temps parce qu'il est tard. Mais pour conclure, je pense que là, on vit un moment un peu déterminant de notre histoire. Je pense qu'on est dans une situation qui est politiquement très difficile, personne ne dira le contraire, mais c'est aussi un moment où les forces de gauche arrivent à se fédérer, c'est un moment où les forces de la société civile, les collectifs, les syndicats, les associations, etc. se sont mobilisés massivement entre les deux tours pour rejeter le programme du Rassemblement national et pour appeler à tourner le dos à la politique qui a été menée pendant 7 ans. Et donc c'est le moment d'avoir ce genre de discussion et c'est le moment de préparer un projet alternatif, un projet de société. Et c'est un projet de société qui devra inclure tous les éléments dont on a parlé là, une forme de délibération sur un nouveau pacte social qui donnera aussi envie aux gens de se tourner vers la gauche et de voter pour la gauche aux prochaines échéances électorales. Et je pense que le fait que, par exemple, je vois un signe dans le fait que Michel Barnier
se rend compte là que la politique qui a été menée, la politique économique qui a été menée depuis 7 ans est une impasse et dit oui, il va peut-être falloir aller toucher aux impôts, augmenter ici ou là quelques impôts. Il le fait de manière à mon sens trop timide et c'est ce qu'on disait dans la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi où on présentait nos propositions du nouveau Front populaire en matière fiscale. Il le fait de manière trop timide, mais on voit quand même que d'une certaine manière, le pacte idéologique qui a présidé à toutes les politiques publiques pendant 7 ans est en train de se fissurer et que c'est un peu le retour du contradictoire dans le débat. Et ça, je pense qu'il faut y voir une touche d'optimisme. En tout cas, moi, j'ai décidé d'être optimiste. Et je pense qu'il faut se dire qu'on arrive à une nouvelle ère voilà, où il y a une sorte de retour de l'idéologie et du débat d'idées et que c'est le moment de pousser ces idées. Et donc, voilà, je pense qu'on peut tous le faire collectivement. Et moi, j'ai choisi d'être optimiste. Voilà.